Pour faire des bébés, il faut un mâle et une femelle. Un papa et une maman, comme diraient nos amis de la Manif pour tous. Oui. Mais en fait non. Pas toujours. Sur le continent américain vit une espèce de lézard où les mâles ont disparu depuis longtemps et où les femelles font des bébés toutes seules. Et ça n'a rien à voir avec Jean-Jacques Goldman. Bon, reprenons depuis le début. Ce que l'on connaît tous à peu près, c'est ce que l'on appelle la reproduction sexuée. C'est-à-dire que pour obtenir un nouvel individu, il faut, après une fabuleuse épopée, que les gamètes femelles, les ovules, et les gamètes mâles, les spermatozoïdes, se rencontrent. Par exemple, dans le cas des humains, les gamètes contiennent dans leur noyau la moitié du matériel génétique, c'est-à-dire 23 chromosomes. On dit que ce sont des cellules haploïdes. Lors de la fécondation, les gamètes mâles et femelles vont fusionner et former une cellule diploïde, c'est-à-dire avec une paire de chaque exemplaire de chromosomes. Et ainsi, ce mélange des gènes portés par les chromosomes de la mère et du père va donner 9 mois plus tard un nouvel individu. Ça, c'est la reproduction sexuée. Mais la nature a plein de tours dans son sac et ça peut se passer différemment pour d'autres organismes. Il y a des tas d'exemples de mécanismes de reproduction asexués, mais sûrement l'un des plus anciens de l'histoire de l'évolution est la multiplication par scissiparité. Et là, on va parler des organismes unicellulaires. Escherichia coli est une bactérie dont le nom nous donne un indice subtil sur l'endroit où elle vit, car nos intestins sont sa demeure. Elle fait partie du microbiote intestinal humain, anciennement appelé flore intestinale. Je sais pas pourquoi ils ont changé de nom, c'était plus joli dit comme ça. Bref, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui peuplent l'appareil digestif humain. Et oui, si un jour vous vous sentez seul, sachez qu'au plus profond de vous-même, il y a beaucoup de monde. Escherichia coli est une bactérie. Elle se multiplie par scissiparité, c'est-à-dire par division, tout simplement. Schématiquement, ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, quelque chose qu'on retrouve aussi dans la reproduction sexuée, c'est la duplication de l'ADN. Une fois la copie faite, s'opère la répartition en 2 parts égales de l'information génétique, puis séparation, et paf, ça fait 2 cellules. Donc, chez les êtres vivants, il y a ceux qui ont une reproduction sexuée et ceux qui ont une reproduction asexuée. Et puis, il y a ceux qui aiment pas que les choses soient aussi simples et qui peuvent faire les deux dans leur cycle de reproduction. On a les diatomées, par exemple, qui sont des micro-algues unicellulaires qui se reproduisent en se divisant, un peu comme ce qu'on vient de voir avec Escherichia coli. Mais il peut arriver que les diatomées se divisent en gamètes, donc en cellules sexuelles avec la moitié du matériel génétique, et qu'elles se fécondent les unes les autres pour faire des petites diatomées toutes neuves. Bon, je vais m'arrêter là pour les exemples de reproduction parce que sinon on en a pour des heures. Il y a un grand nombre de variantes et de cas particuliers, c'est passionnant. Mais vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais c'est quoi cette histoire de lézard Amazon avec que des femelles qui font des bébés toutes seules? C'est ce qu'on veut savoir, nous. Bon, si elles se reproduisent toutes seules, on imagine que c'est une reproduction asexuée. C'est ça. Allez, salut. Mais c'est quelque chose qui est bien particulier et qui mérite qu'on s'attarde dessus pendant quelques minutes encore. Le lézard à queue en fouet, ou Aspidocelis uniparens, si vous voulez vous la péter en soirée, est un reptile qui vit dans certaines régions sèches du continent américain. Au-delà d'être plutôt joli avec ses petites touches bleutées, sachez que chez cette espèce, vous ne trouverez que des demoiselles. Pas un seul mâle. Ces lézards se reproduisent uniquement par parthénogenèse, qui est une forme de reproduction asexuée car elle ne fait pas intervenir de fécondation dans son processus. Il y a plusieurs types de parthénogenèse, mais je n'aborderai ici que ce qui se passe pour nos amis à écailles. Leur reproduction fait intervenir la parthénogenèse dite télitoque, c'est-à-dire une parthénogenèse qui ne produit que des femelles. Comme nous l'avons vu plus tôt pour ce qui est de la reproduction sexuée, les gamètes ne possèdent dans leur noyau que la moitié du matériel génétique. Ils sont haploïdes. Il faut alors l'intervention du gamète du sexe opposé pour faire un génome complet. Eh bien, chez les lézards à queue en fouet, pas besoin, car leurs gamètes ont déjà la totalité du matériel génétique dans leur noyau pour pouvoir aboutir à un nouvel individu. La parthénogenèse est relativement rare chez les vertébrés. On peut en trouver chez les requins et certains serpents ou squamates. Mais chez ces animaux, contrairement aux lézards à queue en fouet, la parthénogenèse est facultative et peut intervenir si une femelle se retrouve isolée des mâles, par exemple, comme c'est le cas pour le varan de Komodo. On peut aussi observer une parthénogenèse cyclique chez certains insectes, comme le puceron, où la femelle va recourir à ce procédé pendant l'été pour se reproduire plus vite et profiter de la ressource de nourriture plus abondante à cette période, puis qui va revenir à une reproduction sexuée quand la période de vache grasse sera passée. Chez nos lézards, la parthénogenèse est obligatoire, c'est la seule manière de se reproduire vu qu'il n'y a plus de monsieur. Mais ça ne les empêche pas de faire des galipettes, les petites gourgandines, car elles s'adonnent à un simulacre d'accouplement entre filles. Une femelle va grimper sur l'autre, effectuer les gestes qu'un mâle ferait, et les rôles peuvent s'inverser selon le cycle hormonal des individus. Alors, elles peuvent se reproduire quand même sans ça. Il semblerait que ce rituel ait pour effet de permettre une ovulation plus prolifique. Mais attention, cette info est à prendre avec des grosses pincettes. Pour l'instant, rien ne prouve vraiment que ce comportement ait un impact réel sur l'efficacité de la reproduction. Bon, par contre, désolé de vous décevoir les filles, mais c'est pas demain qu'on pourra se passer des garçons. Chez l'humain, comme chez tous les mammifères, la parthénogenèse est impossible à cause de l'empreinte parentale, qui fait que certains gènes ne peuvent s'exprimer que s'ils viennent du père ou de la mère. Avec seulement le matériel génétique de l'un ou de l'autre, les embryons ne seraient pas viables.
Mais finalement, qu'est-ce qui est le mieux? Reproduction sexuée ou asexuée? La reproduction sexuée crée une grande diversité génétique qui permet des facilités d'adaptation à long terme. Mais c'est très coûteux en termes d'énergie, entre autres à cause de la recherche d'un partenaire, la parade amoureuse, le resto. Quant à la reproduction asexuée, elle permet à court terme une croissance de la population plus importante que dans le cas d'une reproduction sexuée. Mais le manque de diversité génétique fragilise la population et rend difficile l'adaptation aux changements environnementaux. En plus de ça, faire des copies, de la copie, de la copie, c'est bien mignon, mais au bout d'un moment, il peut y avoir des erreurs, et qui ne peuvent pas être corrigées par brassage génétique, par définition. Puis à la longue, ça doit être chiant aussi de pas pouvoir avoir des rencarts, vivre des histoires, se faire larguer... Alors le mieux, c'est de faire les deux comme les pucerons, ou alors prendre exemple sur le rotifère bdelloïde, micro-organisme aquatique qui est connu pour se reproduire uniquement de manière asexuée depuis 35 millions d'années, et qui, entre autres particularités génétiques, a la capacité de corriger les erreurs de copie dans son matériel génétique et font leur propre brassage génétique en prenant l'ADN des cadavres en décomposition dans le milieu. Miam. De toute façon, pour nous, la question se pose pas. On n'a pas le choix. À moins qu'on se concentre un peu... Non ? Zut. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut et à partager. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous en n'oubliant pas la petite cloche pour bien recevoir les notifications. Si vous avez des questionnements sur la nature ou des sujets que vous voulez qu'on traite dans les vidéos, la section des commentaires vous attend. A plus. T'es contente ?